Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment recréer cette petite animation. J'ai trouvé l'idée sur internet, il n'y avait pas l'auteur donc je ne peux pas le citer. Nous allons voir comment recréer entièrement cette vidéo, puisque le résultat que vous voyez ici est ce que j'ai recréé dans Blender. Donc analysons dans un premier temps cette vidéo. Il y a au centre 3 cercles qui ne bougent pas, et puis de chaque côté, un cercle qui bouge et devient jaune, idem à gauche, mais le cercle de gauche est caché par un nuage, de la pluie apparaît, et le fond change de couleur. À droite, il y a aussi les rayons du soleil qui apparaissent et qui disparaissent. Ce tutoriel ne s'adresse pas aux personnes n'ayant jamais ouvert Blender, puisque je ne vais pas revenir sur l'interface graphique, sur les notions de base telles qu'ajouter des primitives, déplacer, etc. Je vais essayer de détailler le plus possible ce que je fais, mais ces notions de base, je ne vais pas forcément prendre le temps de les réexpliquer à chaque fois. Nous démarrons donc avec un nouveau fichier, et je vais supprimer dans un premier temps les 3 objets, et passer en vue de dessus et en vue orthonormée à l'aide du pavé numérique 7 et 5. Je vais créer un cercle, le remplir, peu importe la méthode, et puis je vais le dupliquer, Shift D, X, 2 unités, et à l'aide de CTRL R, je vais répéter la dernière opération. Pour plus de simplicité, je vais recentrer le tout. Je vais renommer tous ces cercles. Donc le premier servira pour la pluie. Et on voit ici que je ne peux pas les faire tourner comme je le souhaite, puisque le centre de l'objet est ici, donc il tourne autour de son centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un empty. Donc à l'aide du clic gauche, je déplace le curseur 3D ici, à cet endroit-là, et je crée un empty ici. Et je vais parenter ce cercle à l'empty. Donc, je sélectionne en premier le cercle, puis l'empty. Je fais CTRL P pour parenter. Maintenant, lorsque je vais faire une rotation sur l'empty, j'ai bien le soleil qui va se déplacer comme je souhaite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour le deuxième cercle qui doit tourner. Et j'ai donc la base de mes objets. Nous allons voir maintenant comment créer les rayons du soleil. Donc pour les rayons du soleil, je vais partir tout simplement d'un carré, donc d'un plan.
je vais amener le curseur 3D à l'aide de Shift S, curseur to selected, pour le ramener ici. Et puis, CTRL A, et j'ajoute un carré. Je vais passer en mode Edit à l'aide de Tab sur ce carré, et je vais le déplacer pour l'amener à l'endroit où je veux créer le rayon. Et à l'aide de la mise à l'échelle, je vais créer le rayon tel que je veux qu'il soit à sa taille maximum. Je renomme le rayon. Donc, en l'ayant déplacé et mis à l'échelle en mode Edit, j'ai laissé son centre à cet endroit-là, ce qui va me permettre de le dupliquer. Cette fois-ci non plus de Shift D, mais de Alt D. Et ensuite de faire une rotation de 30 degrés. À l'aide de CTRL R, je peux dupliquer mes rayons pour le créer ici. Alors pourquoi avoir choisi Alt D au lieu de Shift D? Tout simplement puisque j'ai dupliqué mon rayon, mais il partage les mêmes données de mèche, c'est-à-dire les mêmes sommets. Si je passe en mode Edit, on voit que je passe en mode Edit sur l'ensemble des rayons, et si j'en modifie un, ça les modifie tous. Ce qui peut être assez pratique pour réaliser rapidement de jolies formes. J'en profite ici pour renommer les antilles que je n'avais pas fait. Avant de gérer la façon dont les rayons vont pouvoir apparaître et disparaître, nous allons sauvegarder notre fichier. Et je vous invite à le faire régulièrement. Donc pour faire apparaître les rayons, nous allons créer ce qu'on appelle des shape keys, qui permettent à un objet d'avoir plusieurs géométries différentes. Enfin, il garde la même géométrie, puisqu'il faut qu'il y ait le même nombre de sommets, d'arêtes et de faces, mais il peut y avoir un morphing sur la position de ces différents sommets. Donc pour ça se passe dans les données data, où nous avons un panel shape key. Donc je crée un premier qui va être le shape key de base, donc qui est représenté par les rayons ayant leur taille complète. Puis, j'en crée un deuxième, que je vais appeler par exemple longueur. Et je vais passer sa valeur à 1 pour pouvoir voir, en même temps que je manipule les sommets, la répercussion de ces shape keys longueur sur l'objet. Et donc, je vais sélectionner un des rayons. Je sélectionne les deux sommets du haut. Et je viens les placer sur les sommets du bas. Il y a un petit bug d'affichage ici, ça se répercute uniquement sur un seul objet, mais si je passe en mode objet de nouveau, et que je bascule de 0 à 1, on voit bien les sommets, ici, les rayons, pardon, qui apparaissent, les sommets qui se déplacent. Et cette propriété value ici est la propriété que je vais pouvoir animer. Cette shape key ne va pas nous suffire puisque c'est une manière de faire apparaître les rayons, mais je vais vouloir les faire disparaître, non plus en les rétractant vers le soleil, mais en les éloignant. Donc je vais créer une deuxième shape key. Je passe sa valeur à 1. Et je vais l'appeler longueur disp pour longueur disparaître. Et ici, longueur app pour longueur apparaître. Donc longueur disparaître, je mets sa valeur à 1.
Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Je vais sélectionner les deux sommets du bas, les positionner sur les sommets du haut, et on voit effectivement que les rayons vont disparaître. Pour rajouter un peu plus d'effet, je vais créer encore une nouvelle shape key, que je vais appeler largeur. Je passe sa valeur à 1. Cette fois-ci, je sélectionne tous les sommets, et avec une mise à l'échelle selon X, faire une mise à l'échelle 0, pour ramener l'ensemble des sommets superposés. Donc les deux sommets du haut vont être superposés, les deux sommets du bas vont être superposés. Et ça va me permettre, lorsque je repasse en mode objet, de faire disparaître les rayons en largeur. Donc on pourra faire ensuite une combinaison de ces différents shape keys pour l'animation. Nous allons maintenant regarder comment créer le nuage. Nous allons faire assez simplement. Donc avec Shift S, j'amène le curseur au-dessus sur le premier cercle qui va nous servir du soleil qui va être caché par le nuage. Et je vais créer un nouveau cercle que je remplis aussi. Il doit avoir gardé les derniers paramètres que vous avez utilisés la dernière fois que vous avez créé un cercle. Donc dans mon cas, il est déjà rempli ici. Et puis, je vais le déplacer et le dupliquer un certain nombre de fois pour créer un petit nuage. Je vais sélectionner l'ensemble de ces cercles et avec CTRL J, je les joins en un seul objet que je renomme nuage. Dans la scène, il faudra qu'il soit devant le soleil, donc je vais passer dans la troisième dimension et juste le déplacer légèrement vers le haut pour qu'il soit bien au-dessus de ce cercle-là. Je repasse avec 7 en vue de dessus. Nous allons maintenant créer les gouttes de pluie. Pour ça, je vais partir d'un plan également. Je renomme mon objet et je vais passer en mode local sur mon objet à l'aide de la touche slash, ce qui me permet de ne plus voir momentanément les autres objets. En passant en mode edit et en faisant une mise à l'échelle suivant l'axe X et suivant l'axe Y, je peux créer une première goutte de pluie. À l'aide de Shift D, je peux le dupliquer. Et avec Y, je restreins suivant l'axe Y. Je peux me déplacer ici. Et avec Shift R, je peux répéter ma dernière action, qui est donc la combinaison de dupliquer et déplacer. Et je crée ici le premier rideau de pluie. En mode objet, je vais faire une rotation sur mon objet. Alors pourquoi le faire en mode objet? Tout simplement parce que lorsqu'on va animer ensuite notre objet, je vais vouloir les déplacer, non pas suivant cet axe-là, mais suivant l'axe qui est l'orientation de mes gouttes de pluie. Et le fait d'avoir déplacé, d'avoir fait une rotation de mes gouttes en mode objet, a déplacé les axes locaux de mon objet, et ensuite, donc l'axe local Y ici, est celui sur lequel je vais vouloir réaliser l'animation. Ça sera beaucoup plus facile de faire l'animation de cette manière-là. Lorsque l'on place ici en mode global, lorsque je fais un déplacement avec G, Y me propose l'axe global Y. Si j'appuie une deuxième fois sur Y, il me propose l'axe local Y. Je vais repasser en mode Edit sur mes gouttes de pluie. Et par souci esthétique, je vais vouloir ici avoir quelque chose
ici, sur ces deux sommets d'horizontale. Donc je vais passer en mode de sélection par arête, donc à l'aide de CTRL Tab, je sélectionne ma première arête, et ensuite, à l'aide de Shift G, ou dans le menu Select Similar, je vais pouvoir sélectionner toutes les arêtes qui ont la même direction. Donc ça me sélectionne l'ensemble de ces arêtes-là. Pour pouvoir les rendre horizontales, je peux appliquer une mise à l'échelle suivant l'axe Y, une mise à l'échelle 0 suivant l'axe Y. Et si je fais ça, ça va le faire sur l'ensemble de mes arêtes. Et donc, si j'essaye, S, Y, 0, on voit que l'ensemble de mes arêtes sont ramenées au niveau du barycentre de ces arêtes. Mais je veux faire ça, mais individuellement sur chacune des arêtes. Donc je peux, ici, au lieu d'être en mode Median Point, me mettre en Individual Origin. Et si je fais ma mise à l'échelle suivant l'axe Y de 0, j'ai bien l'effet escompté. Je me remets en Median Point. Et ensuite, en mode objet, je peux dupliquer mon objet, le déplacer suivant l'axe X, pour créer un deuxième rayon de pluie. Et ensuite, toujours à l'aide de Shift R, le dupliquer. À ce niveau-là, je peux même sélectionner l'ensemble du méridien de pluie, et à l'aide de CTRL J, les fusionner en un seul objet. Et on voit que l'axe local a bien été conservé. J'ai sélectionné en dernier celui qui s'appelait pluie, donc qui était le premier qu'on avait créé, donc l'objet qui résulte de la fusion a gardé ce nom-là. Je peux maintenant sortir du mode local en rappuyant sur slash, et je vais positionner ces gouttes de pluie derrière les nuages et devant le soleil par exemple. Si je me mets en mode de face, je peux, si je passe en mode fil de fer à l'aide de Z, voir les différents étages que j'ai. Donc j'ai ici le nuage, derrière la pluie, derrière on a la rotation, voilà, et on a le cercle, donc le cercle 1, mais on a surtout ici, hop, voilà le soleil. Donc il y avait un des cercles des nuages que je n'avais pas fusionné, pour ça qu'il y a un cercle 1 qui apparaît, donc je sélectionne d'abord le cercle qui me manquait, puis le nuage, et à l'aide de CTRL J, je les fusionne. Nous avons maintenant quasiment terminé la partie modélisation. Il reste quelques ajustements à faire. Le premier, c'est de faire en sorte que la pluie tombe bien du nuage, donc je vais tout simplement déplacer la pluie. Et puis on se rend compte que si je cherche à bouger mon soleil, comme j'avais fait au début de ce tutoriel, et les rayons du soleil ne suivent pas le soleil. Donc il y a plusieurs manières de faire. La première à laquelle j'ai pensé n'est pas la solution que l'on va garder, mais je vais vous le montrer quand même. On va sélectionner l'ensemble des rayons et le parenter au soleil. Donc pour ça, à l'aide de B par exemple, je sélectionne l'ensemble des rayons et le soleil.
ça a sélectionné un cercle en plus ici, donc à l'aide de Shift, clic droit, première fois que je clique sur ce cercle-là, ça le rend actif, donc comme si c'était le dernier cercle que j'avais sélectionné. Si je reclique dessus, ça le désélectionne. On voit que c'est encore ici ce rayon-là, maintenant, qui est actif, puisque c'est lui qui a le petit cercle orange clair. Et donc je vais, à l'aide de Shift-clic toujours, sélectionner le soleil, donc maintenant c'est lui qui devient actif, donc c'est comme si j'avais sélectionné tous les rayons un par un, peu importe l'ordre, mais qu'en dernier j'avais sélectionné le soleil. Et à l'aide de CTRL-P, on peut parenter l'ensemble des rayons au soleil. Et donc si maintenant je fais une rotation ici, on voit que les rayons suivent bien le soleil, mais ils tournent en même temps, et c'est pas la solution que l'on va garder. Donc à l'aide de CTRL-Z, je vais annuler parentage. Et au lieu de faire ça, on va sélectionner le soleil, puis un rayon, et je vais rajouter une contrainte sur ce rayon. Donc je sélectionne d'abord le soleil, puis le rayon, et à l'aide de CTRL-SHIFT-C, je lui dis que je veux copier la position de du soleil et l'appliquer sur le rayon. Si je vais dans le panneau contrainte ici, on voit bien que j'ai une contrainte qui s'est appliquée et la cible c'est le soleil. C'est pour ça que j'avais sélectionné d'abord le soleil, c'était pour lui indiquer que la cible de la contrainte que j'allais créer sur l'objet actif, donc sur le dernier sélectionné, la cible serait le premier objet sélectionné, donc le soleil. Je dois faire la même chose sur l'ensemble des rayons, ça peut être assez fastidieux si je dois le faire à la main. Au lieu de ça, on va sélectionner l'ensemble des rayons, et rendre le rayon actif, donc le dernier sélectionné, le rayon sur lequel j'ai ma contrainte. Et dans Object Constraint, je peux faire un Copy Constraint to Selected Object. Et donc, sur l'ensemble de mes rayons sélectionnés, je vais appliquer les mêmes contraintes que sur le rayon actif. Donc on le voit bien ici, chacun des rayons a maintenant la contrainte. Et donc, cette fois-ci, on va bien avoir les rayons qui suivent. J'en ai oublié un, puisqu'il était caché là derrière. Donc je peux, à l'aide de Z, passer en mode fil de fer, et lui réappliquer rapidement la contrainte manquante. Voilà pour les rayons du soleil. Je vais avoir la même chose à faire sur le soleil qui va cacher la pluie, avec le nuage. Donc de la même manière, je sélectionne le soleil, puis le nuage, CTRL-SHIFT-C, Copy Location. On voit que le nuage se déplace, puisque on a maintenant les deux sommets qui sont superposés. Ils ne l'étaient pas avant. Ici, on ne s'est pas rendu compte de cette manière dont les rayons se sont déplacés, puisque les sommets de l'ensemble des rayons et du soleil étaient déjà superposés. Pour contrecarrer cet effet, je peux utiliser Offset ici, qui va me permettre de rajouter la position de l'objet dans la position globale une fois la contrainte appliquée. Ce qui fait que je peux ici continuer à déplacer et à positionner mon objet nuage tout en ayant la contrainte Copy Location qui s'applique. Par contre, le fait d'avoir fait ça, sans doute, il faut que je le vérifie, déplacer le nuage en hauteur,
Donc non, ça m'a l'air d'être bon, hein, puisque lorsque j'ai cliqué sur Offset, il m'a repris la position de l'objet avant que j'applique la contrainte. Et donc il a gardé la hauteur que je l'avais réglée. Ça ne coûtait rien de tester. Et donc je vais faire la même chose sur les gouttes de pluie. Donc je sélectionne d'abord le soleil, puis la pluie, CTRL-SHIFT-C, Copy Location. Donc là aussi ça déplace les gouttes de pluie. Et puis il y a un deuxième impact, c'est que maintenant, si je sélectionne mes gouttes de pluie, je ne peux plus les déplacer. Ce qui est un peu fâcheux, hein, puisque je vais devoir les animer pour faire tomber la pluie. Donc là aussi, hein, on va cliquer sur Offset. Par défaut, ça me le déplace, mais je vais pouvoir maintenant le remettre, comme ceci. On va les mettre prêts à tomber. Comme ça, je pourrais animer la pluie qui descend. On voit pour le moment les gouttes de pluie sont au-dessus du nuage. On réglera ça en temps voulu. Maintenant, de ce côté-là, tout va bien. Et de celui-là, tout va bien aussi. Nous allons pouvoir attaquer maintenant la partie animation sur l'ensemble de ces objets-là. Nous allons démarrer par l'animation de la rotation des deux empty. Donc, je vais commencer par le soleil. Je vais démarrer ma vidéo à la frame 0. Et donc à la frame 0 avec I, je vais mettre une nouvelle keyframe en rotation sur l'empty. Puis à la frame 10, je décide une rotation, par exemple 60 degrés, et j'insère une nouvelle keyframe sur la rotation. Et ensuite, de nouveau, avec Alt R, je réinitialise la rotation, à la frame 20, j'enregistre la rotation. Donc j'ai mon soleil qui monte, puis qui descend. À l'inverse, la frame 20, je vais avoir ma rotation ici, puis à la 30, rotation de 60 degrés, la frame 40, Alt R, je réinitialise, une rotation de nouveau à 0. Si je veux visualiser, je dois dire que mon animation termine à la frame 40, et même je vais lui dire à la frame 39 pour que ça boucle correctement, puisque la frame 40 sera identique à la frame 0. Et donc je peux lui dire ici à la main que c'est ma frame 39 qui termine, et sinon, lorsque j'ai ma souris sur la timeline, je peux cliquer sur E pour End, pour lui dire que c'est la fin, et donc ça revient au même que de le rentrer à la main ici. Et donc si je fais Alt A, ça joue mon animation, qui n'est pas très belle pour le moment. Il y a deux choses différentes à régler. Pour ça, je vais ouvrir les éditeurs d'animation, le Graph Editor et le Dopsheet. La première, pour donner l'effet que c'est bien le fait que le soleil tape dans la boule que ça déclenche l'autre, sur la rotation gauche, donc ici, je sélectionne sur le résumé rotation gauche, comme ça je sélectionne l'ensemble de tous les points, toutes les clés d'animation qui concernent cet objet. À l'aide de G-1, je vais ramener toutes les keyframes
d'une vers la gauche. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à la frame 40 à la fin, elle est à la frame 39. Celle-ci, au lieu d'être à la frame 30, elle est à la frame 29, etc. Donc ça donnera déjà plus l'impression que c'est bien la physique qui fait que lorsque ça tape d'un côté, ça ressort de l'autre. Je dois régler ici maintenant l'animation pour se terminer à la frame 38 pour que ça boucle correctement. Deuxième chose, ici, lorsque ça redescend, on le voit à cet endroit-là. Je peux rezoomer ici à l'aide de la touche Home. On a ici une interpolation qui fait que on a la vitesse qui décroît. Donc c'est pas ce que l'on va vouloir faire non plus. Donc je vais sélectionner ici sur la courbe Z, je vais me cacher le X et Y sur la courbe Z, et je vais changer le mode d'interpolation à l'aide de la touche V, passer en mode free pour pouvoir ici prendre cette petite poignée et la déplacer comme ceci. Quand je fais ça, on le voit, ça ne va plus ralentir au moment où ça va s'arrêter. Je dois faire la même chose au départ pour que ça décolle à pleine vitesse au lieu de démarrer tout doucement. Et je fais la même chose sur l'autre empty. Si je lance l'animation, on a bien le mouvement de balancier recherché. Nous allons maintenant animer les rayons à l'aide des shape keys. Donc, je retourne sur un rayon dans les propriétés data. Et donc, toute mon animation va se passer entre 0 et 20. Je retrouve mes différentes keys. Et donc, à la frame 0, je ne dois pas voir de rayon, donc je dois être dans cette situation-là, donc je vais enregistrer le keyframe ici. À la frame 10, c'est le moment où le soleil est à son zénith, donc je dois voir l'ensemble des rayons, donc je peux repasser la shape key à 0, et enregistrer la keyframe. Pour enregistrer la keyframe, je mets la souris sur la valeur et j'appuie sur I. Et enfin, à 20, cela doit avoir disparu. Donc, c'est cette shape key qui va être utilisée. Donc, à 10, c'est au zénith, donc j'ai bien une valeur de 0. Et à 20, je dois avoir une valeur de 1. Et je vais utiliser en même temps cette troisième pour faire disparaître l'épaisseur en même temps. Donc, je suis pas obligé d'aller jusqu'à 0, jusqu'à une épaisseur nulle, donc d'aller jusqu'à 1. Je vais le mettre comme ça pour le moment, et puis je vais voir ce que ça donne. Donc, si je laisse juste cette keyframe, j'en ai qu'une seule, donc ça restera à 1 tout le temps, donc il faut bien penser au zénith ici, mettre une valeur à 0, et enregistrer la keyframe.
qu'on voit ce que ça donne ici. Je vais donc modifier les formes des courbes afin d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Donc, par exemple, sur l'apparition, je vais vouloir le faire apparaître beaucoup plus rapidement. Et retarder un petit peu la disparition. Soit en décalant complètement la keyframe, soit ici, en retardant de cette manière-là. Ensuite, à ce niveau-là, il s'agit simplement de choix artistiques. Voilà pour l'animation des shape keys. Il me reste à animer également la pluie. Je vais me positionner sur la frame 19, qui est la frame à partir de laquelle cette partie gauche va être animée. Et je vais enregistrer cette fois-ci la position. Puis je vais aller à la frame 39, qui est la dernière frame animée. Et à l'aide de G, Y, Y, je vais déplacer mon objet suivant son axe local et réenregistrer la position. La pluie va descendre de manière linéaire au lieu d'être sous forme de courbe de Bézier, donc à l'aide de T, je passe toutes les courbes en linéaire. Avant de passer à la partie matériaux, je vois ici que je risque d'avoir superposition et je m'en suis pas occupé entre les rayons et ce cercle-là. Je m'en suis pas occupé jusque-là. Donc, de la même manière qu'on a réglé ici différentes hauteurs pour la pluie, le soleil et le nuage, on va sélectionner par exemple ces trois et les baisser légèrement suivant l'axe Z pour éviter tout problème. Voilà, on va avoir deux frames, celle-ci et celle-ci, où on risque d'avoir un problème. Pour le moment, l'animation est assez étrange puisqu'on voit la pluie qui apparaît au-dessus
du nuage, et nous allons voir ça dans la suite de ce tutoriel. Et avant de gérer cette pluie, nous allons finir d'animer ce qui doit être animable, et il y a le nuage ici, qui doit apparaître uniquement à ce moment-là, qui ne doit pas être visible sur toute la première partie de l'animation. Pour ça, nous allons utiliser la propriété que l'on retrouve ici, de savoir si un objet est visible au rendu ou non. Donc je vais sélectionner la pluie. On a trois petites icônes ici. Le premier, je sélectionne le nuage, pardon. Le premier définit si l'objet est visible dans la vue 3D. Le deuxième définit si l'objet est sélectionnable dans la vue 3D. Et le troisième définit s'il est visible au rendu ou non. Donc, même si je décoche visible au rendu, je le vois quand même dans la vue 3D, sauf si je le décoche à cet endroit. Et donc, au démarrage, le nuage ne doit pas être visible au rendu. Donc, je vais le décocher, et lorsque j'ai ma souris sur la propriété, je peux cliquer sur I pour l'animer. Et par contre, à partir de la frame 19, le nuage doit être visible. Donc je reclique pour réactiver, et j'enregistre la propriété. Si je veux bien me rendre compte de l'effet, je peux faire la même chose sur la propriété de visibilité dans la vue 3D. Comme ça, ça reflètera ce qui se passe au moment du rendu. Nous allons maintenant commencer à nous intéresser aux matériaux. Et pour cette petite animation, nous allons utiliser le moteur de rendu cycle, qui peut être utilisé et qui est le plus souvent utilisé pour faire des rendus photoréalistes. Mais nous allons l'utiliser quand même ici. Nous allons voir comment faire pour avoir des temps de rendu le plus faible possible, tout en utilisant ce moteur de rendu. Donc je vais dans un premier temps basculer sur le moteur de rendu cycle. Fermer ces panneaux d'animation et je vais utiliser le node editor pour les différents matériaux. Donc le premier que je vais utiliser, je vais le créer par exemple pour les cercles du centre. Et au lieu d'utiliser le matériau diffuse, qui réagit à la lumière, pour créer des ombres, et donc qui vont être assez longs à rendre, je vais utiliser Emit, ce qui me permettra d'avoir un rendu très rapide en limitant le nombre de rebonds calculés, que l'on viendra régler un peu plus tard. Donc je peux créer la couleur de base pour ces cercles-là, et utiliser le même matériau pour ces trois cercles. Je vais renommer ce matériau pour l'appeler gris par exemple. Je vais donner un matériau au soleil. Et pour celui-là, je vais créer un nouveau matériau. Que je vais appeler soleil gris. Puisque sur la première partie de l'animation, il doit être gris. Donc je vais reprendre le gris utilisé ici. Donc je sélectionne
des cercles du centre, je mets ma souris sur la couleur, je fais CTRL-C, je sélectionne ce soleil, CTRL-V, ça me garde la même couleur. Je vais mettre une clé d'animation sur cette couleur-là. Puisqu'à partir de la frame 19, je dois changer la couleur pour mettre la couleur du soleil, que je peux reprendre d'ici. Et j'insère de nouveau une clé, jusqu'à la fin. Donc, si je fais ça, que je rouvre le Graph Editor, on voit qu'il va y avoir une interpolation entre les couleurs RGB. Et c'est pas forcément ce que je veux, puisque je veux que ça passe directement du gris sur cette partie-là au jaune sur cette partie-là. Et donc lorsque j'ai tous mes sommets toutes mes keyframes sélectionnés ici, à l'aide de T, je peux utiliser constante pour que cette fois-ci, ça reste constant sur toute cette partie-là et que ça passe au jaune à partir de là. Pour les rayons, je peux leur donner la couleur du soleil. Pour le nuage, je peux repartir du gris, mais cliquer sur le petit 4 ici, qui signifie que ce matériau-là est utilisé par 4 objets différents. Et lorsque je clique sur le 4 ici, ça me duplique l'objet, ça me duplique le matériau qui maintenant n'est utilisé plus que par cet objet. Et donc je peux le renommer nuage. Et je vais le mettre un peu plus sombre. Pour la pluie, je vais créer des gouttes de pluie dans les tons de bleu. Nous allons maintenant voir ce que cela peut donner en se mettant en mode render up par exemple, donc où on va voir les différentes couleurs associées entre elles. Donc ici les couleurs sont calculées en temps réel, c'est pour ça que on voit des pixels qui apparaissent. Il va être temps maintenant d'ajouter une caméra. Avec 0, je vais passer en vue caméra. Et G, Z, Z pour déplacer ma caméra suivant son axe local, qui me permet de reculer ma caméra, de la positionner comme je le souhaite. Donc là on voit que j'ai pas forcément assez reculé. Et il va être temps de faire notre premier rendu. Donc si je sélectionne par exemple voilà, le soleil, et que je clique sur F12, on a le rendu qui se fait, et qui est assez long pour une seule image. Il y a un peu plus de 3 secondes. Je vais pas utiliser ma carte graphique, mais quand même, c'est assez long. Donc, comme on a vu qu'on utilisait le mode Emit, nous allons pouvoir réduire le nombre de rebonds calculés. Et donc dans les propriétés ici du rendu, nous allons dans la partie sampling dire qu'au lieu de faire
120 calculs, on peut en faire un seul. Donc, maintenant, si je refais un rendu, c'est quasiment instantané. Si je me mets à 5 ou à 128, derrière, on ne voit pas forcément la différence. Je peux le tester d'ailleurs avec les différents slots ici. Avec J, je bascule d'un slot à l'autre. On voit la différence lorsque je zoome. Donc suivant la résolution que l'on choisira pour la vidéo finale, je peux éventuellement augmenter un peu le nombre de samples. Pour le moment, je vais me mettre à quelque chose d'intermédiaire, à 10. Et on voit, lorsque j'ai fait mon rendu, que le fond était gris. Or, on veut avoir un fond qui va aussi être animé. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne s'est absolument pas occupé pour le moment, donc on va le faire maintenant. Je vais replacer mon curseur au centre, avec Shift S, Cursor to Selected, et rajouter un plan. Je vais faire une mise à l'échelle jusqu'à ce que mon plan déborde du cadre de ma caméra. En vue de face, je descends mon fond, afin qu'il se retrouve en dessous de toute chose. Je vais créer un nouveau matériau, toujours mode Emit, que je vais animer. Pendant toute la première partie, il fait beau, donc j'ai un ciel bleu, je mets une clé d'animation, et à partir de la frame 19 ou 20, on verra ce qui fait le plus joli, il faudra tester. J'ai un fond gris, j'enregistre. Faut faire attention sur cette partie-là, je fais un rendu, de ne pas avoir le même gris que les cercles, pour que on voit bien les cercles, parce que s'ils avaient exactement le même gris, on ne verrait pas les trois cercles centraux. On voit ici que pour le soleil, j'ai également oublié d'animer la couleur, puisque à partir du moment où les rayons ont disparu, il faut que cela redevienne gris. Pour plus de facilité, je vais maintenant cacher le fond dans la vue 3D. Je peux le faire ici, je peux le faire avec H, en ayant sélectionné le fond. Et donc ce matériau-là, que je n'ai pas animé jusque-là, je vais maintenant l'animer. Donc je me mets au départ, j'enregistre une keyframe, et à partir de là, je veux le même gris que les cercles. Toujours en mode constante. On a maintenant le bleu ici, je vais changer ce qui n'est pas très joli, et le gris ici. CTRL C, je m'étais pas placé sur le keyframe de départ, CTRL V, et j'enregistre, je me mets en mode constante. Ça fait encore un peu mal aux yeux, mais je vous laisse choisir une couleur qui convienne.
Nous allons maintenant créer le cache qui permettra d'enlever les gouttes de pluie lorsqu'elles n'ont pas à apparaître. Pour cela, je vais créer un plan. Que je vais positionner ici. Et que je vais lier au soleil. Copy location. En rajoutant offset ici. En resélectionnant uniquement le cache, je peux le positionner comme je veux. Donc maintenant, ça cachera bien la pluie qu'il y a au-dessus du nuage. Si je fais un rendu, on voit évidemment le cache. Je vais venir le positionner de manière à ce qu'il cache la pluie, mais ni le soleil, ni le nuage c'est déjà le cas, ni le cercle de ici. Ce cercle-là, je peux le mettre sur le dessus, il apparaîtra. Et ensuite, donc il faut bien regarder en vue de face par exemple, où on a d'abord le nuage, puis la pluie, puis ici notre cache, et il me manque que je ne vois pas pour le moment le soleil, et donc le soleil ici, je vais le lever un peu. Si je fais ça, j'ai levé le tout, puisque j'ai les contraintes qui s'appliquent. On va vérifier si ça fonctionne ou pas. Oui, on voit tout, sauf que on voit également maintenant la pluie. La pluie que j'ai déjà animée. Donc je vais supprimer dans le Graph Editor ce qui concerne l'animation suivant l'axe Z de la pluie. Et je vais pouvoir maintenant déplacer ma pluie pour la mettre sous le cache. Si je n'avais pas fait ça, même si je la déplace, derrière, lorsque je fais le rendu, cela est recalculé à partir des keyframes qui sont positionnés là. Donc j'ai mon cache. Ici on voit que c'est pas beau du tout. Pourquoi? Parce que sur mon cache, pour le moment, je n'ai pas de matériaux. Je vérifie quand même que tout suit correctement. Oui. Et donc mon cache, ici, je vais lui créer un nouveau matériau en mettant un shader un peu particulier, qui est le shader Hold Out. On va voir de suite ce qui s'y passe. Cela crée un vide, un trou, ici. Par défaut, ce n'est pas ce que vous allez voir. Ce que vous allez voir, c'est plutôt du noir, comme ceci. Mais il faut, dans la partie rendue ici, cocher film transparent pour activer le canal alpha sur le rendu. Et donc ici, on a quelque chose d'entièrement transparent. On voit encore quelque chose de pas très beau ici au niveau du soleil. Probablement parce que il est superposé avec le cache. Donc je vais baisser légèrement
le cache. Voilà, on a encore le souci avec un des cercles du nuage. Donc je vais passer mode edit sur le nuage pour récupérer ce cercle là et le remonter au même étage ou quasiment que les autres. Et là maintenant on a ce que l'on souhaite. Maintenant nous allons chercher à sortir le fond de ce problème de holdout. Pour cela nous allons utiliser les calques de rendu. Donc dans un premier temps je vais réafficher le fond et je vais le déplacer sur un autre calque de ma vue 3D. Je réaffiche les deux, shift clic, et je recache le fond, j'en ai pas besoin pour le moment. Ici dans la partie render layer, nous avons un seul render layer qui sera la partie animation, qui prendra en compte l'ensemble des calques de notre scène, mais par contre qui ne rendra que ce qui se passe sur le premier calque, où j'ai tout sauf mon fond. Et je vais créer un autre render layer, que je vais appeler fond, où cette fois-ci, je ne veux rendre que ce qui se passe sur le deuxième calque. Si je fais un rendu, on voit effectivement que la partie anime n'a que les nuages, le soleil, etc. Et la partie fond n'a que le fond. On peut basculer d'un calque à un autre à cet endroit-là. Il ne me reste plus qu'à combiner tout ça. Nous allons faire un peu de compositing. Dans le node editor, cette fois-ci, au lieu d'afficher les matériaux, je vais chercher à afficher le compositing. Je vais l'activer, Kinboss node, backdrop pour voir ce qui se passe en fond lorsque je mets un nouveau nœud viewer que je peux mettre par défaut avec CTRL SHIFT clic sur ce nœud là par exemple. Et le render layer anime ici, on voit qu'il s'affiche bien. Je vais le dupliquer pour afficher cette fois-ci le fond. On peut le voir ici, juste notre fond. Toujours à l'aide de CTRL SHIFT clic, je peux plugger le nœud viewer sur l'un ou l'autre des render layers. Et je vais rajouter ici un nouveau nœud, alpha over, qui va venir plaquer l'un et l'autre en utilisant les couches alpha. Donc si je fais ça, je me retrouve bien ici, à cet endroit-là, avec la pluie qui n'est pas visible. Donc par défaut, ça s'était branché dans l'autre sens, hein, donc il suffit de déplacer pour rebrancher dans ce sens-là. Et donc voici le résultat pour cette image-là. Si je lance un rendu maintenant dans la dernière partie pendant laquelle la pluie est en train de tomber, on a bien la pluie qui apparaît dessous le nuage et qui n'est pas visible sur le nuage. On a un bug ici qui apparaît sur la partie droite et qui concerne les rayons du soleil. Ce bug est présent dans la version 2.77 avec laquelle je suis en train d'enregistrer ce tutoriel, mais sera corrigé dans la version 2.78 qui n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle, mais qui devrait l'être, si tout va bien, durant le mois de septembre 2016. Cela est lié au fait que l'on a des shape keys où on se retrouve avec
un maillage nul, puisqu'on avait superposé les sommets. Pour contourner ce problème-là, nous allons mettre une animation sur les rayons, pour qu'ils soient visibles durant toute la première partie. On va d'ailleurs vérifier si on a le problème sur l'image 0, non. Et donc tous les rayons ici, je vais animer leurs propriétés de visibilité au rendu. Et à partir de l'image 20, où ils ne sont normalement plus visibles, je les rends là. Je les rends non visibles au rendu. Les deux empty ici ne sont jamais visibles au rendu, puisque par définition ils n'ont pas de maillage, comme leur nom anglais l'indique, empty. Ils sont vides. Nous pouvons maintenant lancer l'animation et vérifier le résultat. Dans la partie rendu ici, au lieu de faire render, je peux faire animation. On le retrouve aussi là-haut, render F12, ou alors animation CTRL F12. Le rendu va se réaliser plus ou moins vite, suivant le nombre de rebonds que l'on a renseigné dans la partie sample. Je profite du rendu pour remercier Graphic Labor, qui est un événement autour du graphisme avec des logiciels libres qui a eu lieu à Rennes début juillet 2016, pendant lequel j'ai présenté une masterclass qui reprenait l'ensemble de ce que je viens de vous présenter dans ce tutoriel. Et voici le résultat final de notre animation, qui correspond bien à ce que je vous ai présenté en tout début de tutoriel. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, ou à me contacter par email ou sur les différents réseaux sociaux.